Merci beaucoup pour ces mots, cher Bruno. Merci pour votre invitation. Toujours un plaisir. J'étais déjà venu devant Force républicaine et il me semble que les républicains doivent se parler et débattre et éventuellement assumer leurs contradictions. Le seul problème, c'est que dans votre discours, cher Bruno, tout à l'heure, je n'ai pas vu de contradiction pour ma part. J'étais d'accord à 100%. Alors nous sommes filmés, enregistrés, ça va me coûter encore cher, mais il se trouve que c'était un discours laïque que je partage en totalité. Alors je vais repartir justement de cet épisode de la présidente de l'UNEF de Paris-Sorbonne, puisque c'est moi qui ai lancé l'affaire, bien malgré moi, puisque je pensais faire une blague en disant qu'il y avait une convergence des luttes qu'on voyait à l'écran. Et bon, voilà, ça n'a pas plu à l'UNEF qui en a évidemment fait une polémique. Et c'est intéressant sur ce que ça dit de la laïcité par rapport à l'islam. Car quel était mon propos et quel est le sujet? Ce n'est pas que cette jeune femme porte le voile, le hijab. Ce n'est pas le sujet. C'est ce qu'ont essayé évidemment, de ramener dans la polémique ceux qui avaient intérêt à l'UNEF et ailleurs, en disant mais vous ne supportez pas qu'une jeune femme soit musulmane, porte le voile parce qu'elle est musulmane. Et puis il y avait un deuxième aspect qui a été ramené dans la polémique, qui est, après tout, c'est son choix. Donc vous êtes islamophobe, vous ne voulez pas que les musulmans s'habillent comme ils l'entendent, et vous êtes sexiste, puisque cette jeune femme est totalement féministe, puisqu'elle choisit librement de porter son voile. Et donc on était là, évidemment, dans une confusion totale. Et c'est le cœur de l'affaire. Ce que moi, j'ai voulu dénoncer, et ce qui me paraît essentiel, c'est qu'une organisation de gauche historique, du syndicat historique étudiant, qui a comme projet d'émancipation, en particulier de la femme, qui a milité dans les années 60 pour la contraception, pour l'avortement, qui militait ces dernières années pour le mariage homosexuel, qui milite aujourd'hui pour la PMA, voire pour la GPA, quoi qu'on en pense par ailleurs. Je laisse, ce sera pour une autre convention, mais qui milite pour des éléments de ce qu'on appelle le progressisme, bon, de manière assez simple dans la vie politique, est représenté à la Sorbonne. Historiquement, la Sorbonne, pour l'UNEF, ce n'est pas n'importe quoi, Paris 4, hein, l'ancienne Paris 4, Paris-Sorbonne maintenant. C'est la section de l'UNEF, classiquement de la Sorbonne, était tenue traditionnellement par ce qu'on appelait le courant popréniste du Parti socialiste. Alors comme ici, évidemment, vos connaissances sur les courants du Parti socialiste sont un petit peu rouillées. Bon, vous n'avez pas révisé avant de venir, donc je vais vous rappeler. Les poprénistes, c'était dans les années 70 et 80, et Jean Popprenne, il y avait deux Popprenne. Il y en avait un au PC, Claude Popprenne, et il y avait Jean Popprenne au PS, qui a été numéro 2 du Parti socialiste, hein, c'était pas n'importe qui. C'était les plus laïcs de chez laïcs, des laïcards même, on pourrait dire. Hein, c'était les bouffeurs de curés du Parti socialiste. Bon. Et c'était la section de la Sorbonne était la section popréniste. On savait qu'à la Sorbonne, c'était la laïcité. Voilà. Donc voir, moi c'est ça qui m'a... Parce qu'évidemment, comme je connais un peu mes classiques, ça m'a tout de suite frappé. J'ai vu cette jeune femme, je pense que c'est la seule présidente d'une section de l'UNEF qui porte le voile. Hein. En France, je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et le fait que cette jeune femme porte, avant même de savoir ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à dire n'est pas très cohérent, puisqu'elle se dit à la fois féministe, émancipée, alors elle ne va pas jusqu'à dire qu'elle est pour le mariage homosexuel, etc. Donc il y a quand même une forme de cohérence minimale, mais cette cohérence est même inacceptable pour ses camarades, visiblement, puisqu'ils me disent non, elle est féministe, elle est pour le programme de l'UNEF, on ne peut pas la soupçonner d'eux, etc. Elle, quand elle a répondu à des questions, évidemment, a botté en touche de manière... très habile. Mais avant même de savoir ce qu'elle a à dire, le simple vêtement qu'elle porte, ce qu'elle affiche, est contradictoire fondamentalement avec le programme de l'organisation dont elle est une des porte-paroles. Et pas n'importe où, puisque c'est à la Sorbonne. Bon.
Alors, cet épisode est très intéressant parce qu'il est révélateur, évidemment, de la question qu'on nous pose aujourd'hui et de cette difficulté de l'islam par rapport à la laïcité. En 1905, quand la loi a été adoptée, l'islam n'était pas présent sur le territoire métropolitain. Il était en revanche présent, vous le savez, dans l'Empire colonial. Et il y avait des musulmans, dont certains, mais mon collègue du Conseil des sages de la laïcité, ici présent, Khaled vous le dira mieux que moi, il y avait des musulmans et des autorités musulmanes, notamment en Algérie, qui ont demandé qu'on applique aux musulmans d'Algérie notamment, et ça aurait pu être au-delà dans l'ensemble de l'Empire, la loi de 1905. Ça n'a pas été accepté, ça a été refusé par la République. Donc l'islam, qui existait à l'époque dans ce qui était la France, n'est pas rentré dans la laïcité à ce moment-là. Hein, c'est un élément qu'il faut bien avoir en tête. Deuxième élément important, la question de l'islam par rapport à la laïcité, c'est une question, et là je rentre dans la... parce que j'ai pas beaucoup de temps dans le sujet contemporain, c'est aujourd'hui perçu, conçu et proposé dans la proposition de l'islam de France par le président de la République comme quelque chose qui est détaché. C'est-à-dire qu'on continue à détacher la question de l'islam de la laïcité dans la proposition du président de la République. Et je dirais même un peu plus, et je le sais parce que j'avais été invité par le candidat Macron avec d'autres spécialistes à participer à une réflexion au moment où il élaborait son programme sur cette question. Sa volonté de faire l'islam de France, je vais y revenir juste après, pourquoi est-ce qu'il veut faire l'islam de France, pour lui, implique de ne pas parler de laïcité. Il a choisi de privilégier le fait de faire l'islam de France, je vais y venir, et en se disant, et c'était ce qui était ressorti de cette consultation à laquelle j'avais participé, moi je n'étais évidemment pas d'accord avec cette conclusion, mais c'était ce qui était ressorti, que la laïcité faisait écran pour nos compatriotes de confession ou de culture musulmane à leur bonne intégration dans la République, parce qu'ils prenaient la laïcité comme une attaque ou comme quelque chose qui n'était pas compatible avec la manière dont ils conçoivent, dont ils vivent leur religion. Et c'est très important parce que le fait qu'il ait annoncé un grand discours sur la laïcité, moi, m'avait beaucoup surpris. Parce qu'il n'en a pas parlé pendant la campagne, il n'en a pas parlé depuis, si vous regardez bien ses discours, à part avec quelques petites notations sur les laïcs radicalisés, quelques éléments de ce type. Mais il n'a pas parlé de laïcité, il a beaucoup parlé de religion, hein, encore hier, on le sait, au Bernardin récemment, dans d'autres occasions, mais il n'a pas parlé de laïcité. Et moi, quand il avait annoncé, l'Élysée avait annoncé qu'il ferait un grand discours sur la laïcité, ça m'avait énormément surpris. Je pense qu'il n'y aura pas de grand discours sur la laïcité. Parce que son objectif principal, c'est l'islam de France. Alors pourquoi est-ce que le président de la République veut faire l'islam de France? Parce qu'il est convaincu, et beaucoup de ceux qui le conseillent sur cette question avec lui, que c'est le seul moyen de combattre. C'est plus compliqué que ça, ce n'est pas un simple électoralisme. Il y a toujours cette préoccupation, mais elle n'est pas illégitime chez des politiques. Hein. Vous en êtes dans la salle. On ne fait pas de la politique sans électeurs dans une démocratie. Non, ce n'est pas simplement un électoralisme pour le vote musulman. C'est l'idée, et je crois qu'il faut lui faire crédit, que pour lui c'est la manière de limiter, de contenir, de confiner l'islamisme dans la société. Alors, à partir de là, on peut considérer, mais je ne rentre pas dans ces considérations, que c'est une erreur politique de vouloir le faire. Je me contenterai du théorème d'impossibilité de l'islam de France, si vous voulez. C'est une impasse pour un certain nombre de raisons. Je vais en donner simplement quelques-unes. La difficulté qu'il y a à constituer un islam de France
pour faire pièce à l'islamisme, en disant nous allons rassembler la majorité des musulmans de ce pays, la majorité de nos concitoyens français, les Français qui sont de confession, de culture musulmane, pour faire pièce à ceux qui refusent, a été cité tout à l'heure l'enquête de l'Institut Montaigne, à ceux qui refusent la loi de la République ou qui considèrent que la loi de la République est inférieure à la loi religieuse, cette idée-là, elle suppose ce que j'appellerais une théorie de la représentation qui aujourd'hui ne peut pas fonctionner. C'est ça la principale donnée du théorème d'impossibilité. Il y en a d'autres. Il y a la volonté des pays étrangers, dont dépend en grande partie le financement de l'islam en France. Ceux-là ne lâcheront pas l'affaire facilement. Et toutes les questions de nationalisation du financement autour d'une éventuelle taxe sur le halal, etc., sur les pèlerinages, etc., sont des questions techniques, sont des questions presque technocratiques très intéressantes, mais il y a une réalité géopolitique fondamentale de l'islam consulaire qui est très difficile à contourner. Ça, c'est une grande impossibilité. Mais moi, je vais m'intéresser donc à la question de la représentation. Représenter les musulmans modérés, les musulmans qui acceptent les principes républicains, repose sur une double idée aujourd'hui fausse. D'abord, parce qu'il y a une crise générale de la représentation. En quoi l'islam échapperait, alors que toutes les autres organisations politiques, syndicales, associatives, mais aussi religieuses, subissent une crise de la représentation. Toutes ont des difficultés à représenter des éléments cohérents, sociologiquement, je dirais, par rapport à un certain nombre d'idées, alors soit une religion, soit des engagements syndicaux ou politiques. On est dans une crise générale de la représentation. L'étude que mène le CEVIPOF et que connaît évidemment bien, il vous en a parlé tout à l'heure, Pascal Perrineau, régulièrement sur les fractures françaises, montre que la crise de la représentation est générale. Toutes les institutions représentatives, tout ce qui représente ou qui entend représenter est en crise, parce qu'il y a l'individualisme, parce qu'il y a de la confusion, parce qu'il y a énormément aujourd'hui de distractions, il y a des représentations fausses du monde, le complotisme, etc. Donc partout, et en particulier de plus en plus chez les plus jeunes, l'étude d'Anne Muxel et Olivier Galland, là aussi, l'a bien montré sur la tentation radicale, il y a une difficulté simplement à se représenter le monde, donc à se faire représenter et à reconnaître des représentants. Vous connaissez, c'est évident pour la politique, ça s'applique à la religion. Pourquoi est-ce que ça ne s'appliquerait pas à l'islam? Nos concitoyens musulmans sont nos concitoyens de la même manière sur cette question. Ils n'ont pas envie d'être représentés par un corps donné, élu spécifiquement. Ça ne les intéresse pas. Deuxième élément par rapport à cette question de la représentation. Il y a, et c'est peut-être encore plus important, il y a un problème fondamental. À l'âge de la crise de la représentation, quand vous voulez représenter des gens, donc là c'est plus la question des représentants mais des représentés, ce sont les plus radicaux, ce sont ceux qui ont un intérêt à agir, ce sont ceux qui ont un intérêt à faire valoir, et c'est bien le problème du CFCM, l'actuel organe de l'islam de France tel qu'il est constitué, et depuis les origines de la réflexion sur un islam de France, depuis Jean-Pierre Chevènement, etc., jusqu'à Nicolas Sarkozy, c'est bien ça la difficulté. C'est-à-dire que ceux qui veulent être représentés, ceux qui jouent le jeu institutionnel, ce ne sont pas les modérés, ce ne sont pas ceux qui ne veulent pas être d'abord considérés comme musulmans, mais simplement comme citoyens, qui mettent leur religion là où elle doit être, en bon laïc. Ce sont ceux qui veulent faire de la politique à partir de la religion. C'est l'islam politique qui a un intérêt à être représenté aujourd'hui. Or ça, c'est un danger. Regardez qui a réagi sur l'islam de France. Tariq Obrou, avec une tribune accompagnée d'imams dans le monde. Et c'est sans doute celui qui est le plus respectable et présentable aujourd'hui. Mais aussi Marwan Mohammad, l'ancien directeur général du CCIF, le comité contre l'islamophobie en France. Une branche active des frères musulmans, de l'islam politique, qui a lancé cette consultation.
la consultation par le bas, par la société civile. On voit que ceux qui ont un intérêt aujourd'hui à un islam de France, ce sont précisément ceux que le président de la République veut éviter. Ce sont ceux contre lesquels il voudrait construire une sorte de muraille rationnelle et raisonnable avec les musulmans rationnels et raisonnables qui seraient là ensemble pour faire pièce à cela. Il y a donc là, simplement sur la question de la représentation, qu'on peut ajouter aux autres, la question de l'islam consulaire, la question évidemment des pratiques de séparatisme. Je cite juste une anecdote. Certains, peut-être, évidemment, connaissent des situations, mais quand vous demandez à des maires de banlieue, depuis 2015, ce qui se passe avec les salafistes, et notamment les ouvertures d'écoles salafistes dans leur commune, ils vous disent que l'argument utilisé par ces gens qui ouvrent les écoles, ça, c'est pas l'islam politique, c'est l'islam séparatiste. C'est encore autre chose, mais évidemment, c'est tout à fait dangereux, évidemment. Ils disent une chose, ils disent aux familles musulmanes, mettez vos enfants chez nous, car tous les terroristes sont allés à l'école républicaine. Chez nous, ils deviendront des bons musulmans, ils ne deviendront pas terroristes. Donc, cet islam-là, lui, il ne veut pas être représenté. Il n'est pas modéré non plus. Lui, il veut se développer à l'abri, à l'écart, dans son écosystème propre. Donc si vous multipliez, si vous additionnez tous ces éléments, vous vous retrouvez devant un théorème d'impossibilité qui fait que l'outil islam de France n'est pas le bon pour combattre l'islamisme, c'est la laïcité, celle qui est mise de côté pour mettre en avant l'islam de France. Vous voyez, on revient sur le point de départ. Je m'arrête là, j'ai été un peu long. Merci beaucoup.